étaient d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 68. Ça faisait depuis le 26 février que nous ne nous étions pas retrouvés pour faire Ça se débat ensemble. Quel plaisir de vous retrouver dans ce format que vous aimez tant. Je vous ai dit saison 1, épisode 68, mais une actualité un peu plus dramatique pour commencer l'émission. Au moins 1639 exécutions en 2025 en Iran, soit une hausse de 68% sur un an selon des ONG, et dire que ce régime est défendu bec et ongle par de très nombreuses personnes en France. Au sommaire de l'émission, ce soir, Israël signera-t-il bientôt un traité de paix avec le Liban? Le Hezbollah fera-t-il obstacle à cette révolution? La paix est-elle possible? Tzal poursuit ses opérations contre le groupe terroriste piloté par Téhéran. Débat dans quelques minutes. Je demanderai ensuite aux débatteurs de réagir à 4 thèmes de l'actualité. Cette séquence, vous la connaissez par cœur, elle vous a manqué. Elle s'appelle le Tour de l'info. Après une courte page de pub, nous accueillerons Amin Drissi, président fondateur de Pink Tarbouche, quelques heures après sa participation à la marche des vivants. Après cette interview spéciale Yom HaShoah, nous consacrerons le second débat de l'émission aux négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui est en faveur d'une reprise de la guerre. Autour du plateau, rendez-vous à 21h45. Ça se débat ne serait pas Ça se débat sans Julien Assal. La carte blanche fait son grand retour pour notre et surtout votre plus grand plaisir. Grand retour de Ça se débat. Le dernier débat, comme je vous le disais, daté du 26 février. Ça se débat, saison 1, épisode 68. C'est maintenant. Alors, pas de wiper, c'est pas grave. On adapte avec les problèmes techniques. Et c'est le moment pour moi de vous présenter le casting du soir. Bonsoir Marilyn Smadja, comment allez-vous? Je vais bien, on termine Yom HaShoah. C'est quand même une journée difficile. Mon cœur est avec tous les rescapés de la Shoah. Je voudrais aussi quand même dire qu'il y a une tâche pour Israël depuis de nombreuses années. Le nombre de rescapés qui sont dans la pauvreté, seuil de pauvreté, qui n'ont pas d'abri. On est quand même 2 ans et demi de guerre et on aurait pu faire quelque chose. Donc je pense qu'on va difficilement se remettre de quelque chose qu'on ne s'est pas vraiment occupé. Et c'est vrai qu'on reçoit Donc mon cœur est avec toutes les familles, et y compris aussi Daniel Louz, de Kibbutz Be'eri, qui a dit lui-même, donc il est rescapé de la Shoah et en même temps il a survécu. C'est pas la même chose, la Shoah et le 7 octobre. Donc vraiment avec cette famille, Be'eri est un kibbutz qui m'est très cher, comme vous le savez. Voilà, donc mon cœur est vraiment avec Am Israël. Et on reçoit souvent sur ce plateau, dans cette émission, sur cette chaîne, les responsables d'une association qui s'appelle GAL, qui soutient Aline Gutelman, qui soutient les rescapés de la Shoah, qui va avec eux, qui leur donne des bons alimentaires, etc. Grâce, évidemment, aux dons des personnes qui sont sensibles à ce sujet et qui soutiennent les personnes qui habitent en Israël et qui sont rescapées de la Shoah. En face de vous, Meir Habib. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Meir. Bonsoir. Bien sûr, Yom HaShoah. 6 millions de Juifs, 2 millions d'enfants tués dans le silence coupable des nations en Europe, les mêmes aujourd'hui, qui donnent des leçons à l'État d'Israël qui est en état de légitime défense par rapport à la barbarie islamiste. L'Europe n'a rien appris, le monde n'a rien appris, mais Baruch Hashem, Israël s'en fout. Israël aujourd'hui est un pays fort, démocratique, puissant, qui ira jusqu'au bout, qui gagnera cette guerre, non seulement pour le bien de nos valeurs, le bien du peuple juif, mais le bien du monde entier. Et peut-être grâce au nouveau chef du Mossad que vous connaissez. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux que vous avez posté une photo avec lui. Elle s'affiche à l'instant. Un mot peut-être sur le profil. Écoutez, je ne peux pas vous rentrer dans tous les détails, mais je connais... Évidemment, parce que c'est le Mossad. Non, mais il n'était pas, quand je l'ai connu, il n'était pas chef du Mossad encore. Il était attaché militaire du Premier ministre. Et évidemment, c'est ma proximité avec le Premier ministre, donc je le vois très souvent. Et très souvent, quand je l'attends, je suis avec lui dans son bureau. On parle énormément. On a travaillé sur beaucoup de dossiers ensemble. C'est un extraordinaire officier qui arrive de Russie, qui est un Oleh Hadash, qui a une immense intelligence, une immense finesse. Je veux vous dire que les ennemis, comme je l'ai écrit, les ennemis d'Israël ont beaucoup de soucis à se faire. Et à Paris, nous retrouvons Rost. Bonsoir Rost, comment allez-vous? Bonsoir, écoutez, on est
Ça va, nous. Ross, c'est plutôt vous à qui il Ross, faut demander comment ça va. Écoutez, de notre côté, ça Oui. va. Mais vous savez que j'aime bien regarder sur votre compte Instagram. Souvent, vous postez des visuels ou des photos assez marrants. Et là, vous vous êtes imaginé que Donald Trump puisse kidnapper le pape. Alors, un mot peut-être sur cette opposition entre le pape et le président des États-Unis. Vous pensez qu'il y aura un scénario qui ressemble à celui du Venezuela avec le Vatican ? Non, mais c'est évidemment, Oui, c'est sur le ton je d'humour. charrie toujours quand Bien sûr. Voilà, exactement. Parce que sur ma page, justement, je partage des choses sérieuses, mais dans le même temps, j'aime bien aussi, de temps en temps, rire un peu, surtout dans la période où on est. Mais ce mec est tellement hallucinant qu'il arrive même à s'embrouiller, Ce à mec, se c'est le président clasher des avec États-Unis, le pape. accessoirement. Mais je m'en fous, c'est pas le problème. oui, d'accord, Je l'appelle comme je veux. Ah oui, mais d'accord, ok, pas de mais voilà. souci. Donc, moi, j'ai du respect pour les gens qui se respectent et qui respectent la vie humaine et qui respectent On les va autres. en parler, Je c'est ne sûr. respecte On va en pas parler les dans gens l'émission, qui n'ont c'est pas sûr. ça. On va en parler, Voilà. c'est sûr. C'est sûr qu'on va en parler. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de respect pour votre voisin du soir, Jean-Michel Cohen. Bonsoir, Jean-Michel Cohen. Comment allez-vous ? Que j'adore. Qu'on adore tous. Eh ben, je vais pas mal. Il était prévu que j'arrive pour voir ma fille Laura. Et en fait, j'ai renoncé parce que je dois absolument être là le 28. Et j'avais peur que la guerre ne démarre, que je me retrouve dans la même situation qu'il y a 1 mois et demi. C'est-à-dire, j'ai dû patienter presque une semaine avant de pouvoir revenir à mes activités ici. Mais bon, je verrai Laura plus tard. Ouais. En tout cas, elle vous passe le bonjour. Vous connaissez le casting Merci. du soir, le premier débat de l'émission. C'est maintenant. Toujours pas de wiper pour introduire, c'est pas grave, on s'adapte évidemment avec les aléas du direct. Et pour introduire parfaitement ce débat, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Loïc Stécher-Choukroun depuis le nord d'Israël. Bonsoir Loïc, alors cette journée elle a été marquée par des combats, évidemment dans le sud du Liban, et Tsahal a annoncé que plusieurs soldats avaient été blessés. Effectivement, c'est la mauvaise nouvelle de la journée, des soldats blessés dans la nuit, un mort même à déplorer, un soldat qui est tombé au combat, c'est le sergent chef Ayal Uriel Bianco. Il était âgé de 30 ans, originaire de la ville de Katsrin sur le plateau du Golan. C'était un père de famille, sa femme lui a rendu hommage cet après-midi lors de ses funérailles. Son frère, son commandant de brigade, le maire également de la localité de Katsrin, tous étaient unanimes pour dire qu'il était toujours prêt à servir le pays. Les circonstances de sa mort restent floues pour l'instant et restent en examen de la part de l'armée israélienne. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été blessé donc mortellement lorsque un véhicule de l'armée israélienne s'est renversé la nuit passée, donc dans le sud du Liban. Également un autre incident qui a été rendu public aujourd'hui par Tsahal. Ça s'est passé il y a quelques jours. Cette fois-ci, une dizaine, 10 précisément, soldats de l'armée israélienne ont été blessés, dont 3 grièvement lors d'une embuscade menée par les terroristes du Hezbollah dans la ville de Binjbel, où les activités de Tsahal continuent, une localité libanaise, bastion du Hezbollah qui est encerclée. En ce moment, les 3 terroristes responsables de l'embuscade ont été éliminés par l'armée israélienne. D'autres localités également ont été visées. Ce sont d'autres structures du Hezbollah qui ont été visées. Et puis, autre nouvelle, c'est plus de 20 attaques au cours de la journée du Hezbollah. Et pendant ce temps, Loïc, des négociations historiques se sont tenues à Washington. On a appris qu'elles avaient duré à peu près 2 heures. Effectivement, plus de 2 heures de débat entre les délégations israéliennes, les délégations libanaises. C'est une première, tout simplement, Raphaël, pour ce genre de négociations, ce genre d'entrevue entre les 2 pays. Une première depuis 1993 tout de même. Il y avait été présent les ambassadeurs respectifs du Liban et d'Israël aux États-Unis. D'ailleurs, l'ambassadeur
l'ambassadeur israélien a déclaré qu'ils avaient discuté d'une vision à long terme pour une frontière clairement définie entre les deux pays. Pour le président libanais, je cite, c'est le début de la fin de la souffrance d'un peuple. Il y avait également la partie américaine qui était là puisque ça se disputait, ça se déroulait plutôt à Washington. Marco Rubio était notamment présent, le secrétaire d'État américain, qui pour lui, ces négociations doivent déboucher sur un plan de paix. Merci beaucoup Loïc Stecher pour cet éclairage. Vos informations et celles, évidemment, concernant ces négociations qu'on a découvertes au fur et à mesure de l'après-midi, ont inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs. Benyamin Netanyahou réussira-t-il le coup du siècle en signant la paix avec le Liban? Meir Habib a répondu oui. Eros Tapari a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 68, face à face numéro 1. Allez, jingle! Bon, il fallait que je le lance avec plus d'aplomb pour qu'il parte enfin, ce jingle. Meir, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous connaissez le principe, vous ne l'avez pas oublié. Vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Allez, Meir, c'est à vous 1 minute. Pour la première fois depuis 1948, un espoir réel naît avec d'avoir une vraie paix pour le Liban. Imaginez-vous, au moment où on est en train de parler, Yechiel Leiter, l'ancien d'ailleurs directeur de cabinet de Benyamin Netanyahou, ambassadeur aux États-Unis, est en train de rencontrer l'ambassadrice américaine. Alors je ne sais pas s'il y aura la paix, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que personne n'aurait pu imaginer cette rencontre. Le Liban et Israël se parlent parce que le Hezbollah est affaibli. Le Hezbollah qui voulait éjecter, qui avait refusé que l'ambassadeur d'Iran soit éjecté d'Iran. Pour la première fois aujourd'hui, les Libanais peuvent rêver à la paix. Ça ne pourra arriver que si jamais le Hezbollah est à minima désarmé. Mais c'est une immense nouvelle pour les chrétiens libanais, pour les populations musulmanes sunnites, peut-être même les chiites qui ne souhaitent pas la guerre. Israël n'a pas de velléité territoriale sur le Liban. Mais je rappelle que depuis des dizaines de jours, le nord d'Israël est sous les bombes et nous allons peut-être vers la paix. Ross, c'est à vous, un peu plus d'1 minute. C'est parti. Alors, à chaque fois que les gens se parlent, de toute façon, on ne peut que se réjouir parce que c'est une ouverture vers l'espoir. Mais on connaît cette région, on sait ce que veut dire l'espoir, on sait ce que veut dire les discussions entre guillemets lorsqu'elles se produisent. C'est vrai que là, c'est historique. On espère que ça aboutira à quelque chose. Mais moi, j'ai le souvenir aussi des accords de Taïf en 90 sur la question du désarmement du Hezbollah. Mais pourquoi il n'y a pas eu le désarmement? Parce que le Liban est un pays qui est quand même assez fracturé au niveau communautaire. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment les choses vont se passer. D'ailleurs, le Hezbollah l'a dit clairement que ces accords, s'il y a accord, de toute façon, n'auront pas de conséquences tant qu'ils ne seront pas liés aux accords. On sait aussi que tout ça est lié, l'existence du Hezbollah est liée aussi à la question palestinienne et à la question iranienne. Et donc, s'il n'y a pas d'accord avec l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran actuellement, je pense que de toute façon, tout ça est vain. Et pareil pour la question palestinienne, tant qu'elle ne sera pas réglée, ça sera vain. Merci beaucoup. Une belle reprise pour ce premier face-à-face. Jean-Michel Cohen, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec l'argumentaire de Meir Habib ou avec celui de votre voisin, Rost? Alors en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis toujours, on sait que l'Iran a 2 lieutenants qui sont le Hamas et le Hezbollah. Donc de toute façon, l'objectif, c'est de desserrer la tenaille que l'Iran avait mis de façon très hypocrite sur Israël, c'est-à-dire en écrasant le Hamas d'un côté et en écrasant le Hezbollah de l'autre côté. Si le Hamas pose le problème des Palestiniens, pour le Hezbollah, ça posait un problème beaucoup plus important parce qu'il détenait ce pays, en quelque sorte, jusqu'à la volonté du président libanais qui a finalement accepté de dire qu'il fallait refuser le Hezbollah et que le Liban existait en tant qu'entité et n'avait rien à voir avec l'Iran. C'est grâce à ça qu'on arrive à la paix et ça passera forcément par l'élimination du Hezbollah, que j'espère, parce que c'est un groupe terroriste. Enfin, on en parle comme si c'était une entité politique confirmée, affirmée. C'est un groupe terroriste, considéré comme tel par de nombreux pays. Donc, oui, mais Jean-Michel, au Liban, ils existent en tant qu'entité aussi politique. Ils prennent en otage par délégation pour l'Iran le peuple libanais. Oui, et moi, mes amis chrétiens libanais ne font qu'un seul souhait aujourd'hui, c'est de se débarrasser du Hezbollah et revivre dans l'opulence et dans la paix avec Israël. Maréline, on est d'accord.
avec tout de même avec ce qu'a dit Meir, c'est-à-dire que si ces négociations existent, c'est parce que le Hezbollah est affaibli après les différentes opérations de Tsahal. Un Hezbollah fort n'aurait jamais laissé le pouvoir libanais en place négocier avec Israël. Il aurait tenté un coup d'État, ils auraient mis des bombes dans les voitures de certains ministres libanais, comme ils l'ont déjà fait dans l'histoire. Aujourd'hui, ces négociations sont possibles c'est pas fini, parce que Israël a agi avec force. Alors, je pense qu'il faut répondre de manière un peu plus modérée à cette histoire. D'abord, le Hezbollah est affaibli, mais depuis il y a 1 an et demi exactement, M. Netanyahou, notre Premier ministre, nous a dit qu'il y avait une victoire totale sur le Hezbollah. Et on le voit aujourd'hui, il tire tous les jours. Non seulement il tire tous les jours sur le nord, mais en plus, c'est, comme Jean-Michel a très très bien dit, commandité par l'Iran. Donc, en fait, on n'est pas en cessez-le-feu, je vais le redire après, on est face à l'Iran et proxy. Donc, Hezbollah, entre autres, et tout. Donc, ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, évidemment, en tant qu'Israélienne, et évidemment, comme quelqu'un qui veut des accords politiques, je serais très heureuse qu'on arrive à des accords politiques avec le Liban. Mais il faut comprendre quel est le but d'Israël. Le but d'Israël, c'est pas que le Liban reconnaisse Jérusalem comme capitale ou des trucs comme ça. C'est pas ça. Le but, c'est que le Hezbollah soit désarmé. Et là, je mets un doute parce que quand dans votre introduction, vous avez parlé, le Hezbollah aurait mis des pièges, des voitures et tout. Sachez qu'aujourd'hui, hier, le Hezbollah s'est complètement opposé à ces négociations. Oui, mais verbalement. Donc, complètement. Et tant qu'ils pourront s'y opposer, ils s'y opposeront. Mais... Donc, aucune illusion à se faire, pas de fanfaronnade, moins parler. Alors, très bien. Alors, et aller dans les actes. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Marilyn. Quel impact, selon vous, auront ces négociations sur le désarmement du Hezbollah? Est-ce que ces négociations entraîneront un désarmement du Hezbollah? C'est compliqué, le Hezbollah, c'est fort. Et c'est vrai, comme l'a dit, y compris Russ tout à l'heure, c'est au-delà c'est un mouvement terroriste, mais qui a aussi des membres au sein du Parlement et qui a gangréné le Liban depuis des décennies. Après, encore une fois, si le Hezbollah n'est pas désarmé, il n'y aura pas de paix et il n'y aura pas de retrait du Litanie au-dessus du Liban, ni plus ni moins. Mais ce que je sais aujourd'hui, pour avoir un peu, pendant qu'on a notre ministre des Affaires étrangères français qui à l'Assemblée nationale est en train on va en parler tout à l'heure. d'esquinter Israël verbalement, on est tellement hors jeu aujourd'hui, le Liban et Israël sont en train de négocier. Je ne sais pas si on va arriver par la paix, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est que pour la première fois, il y a une lueur d'espoir et ils ont été bien sûr qu'ils existent encore, mais ce qu'ils viennent de subir cette dernière semaine, c'est du niveau de l'attaque des bipères à l'époque. 300 officiers et chefs ont été éliminés ces derniers jours. Ils prennent des coups invraisemblables. Chacun a vu des photos. Après, une guerre, c'est passe-bang, 3 jours, et c'est terminé. La guerre, Deuxième Guerre mondiale. Elle dure longtemps, cette guerre, depuis avec le Hezbollah. 2 ans et demi, déjà. Elle dure bien avant. Bien avant. Rappelons la réalité et rappelons les fossés entre le discours politique et la réalité. Aujourd'hui, c'est que les enfants juifs dans le nord d'Israël ne vont pas à l'école depuis des mois. Ça ne peut plus durer. Bientôt, ils pourront retourner. Le Hezbollah va être démantelé. Ils vont être tapés. Et Israël, Bezrat Hashem, va gagner cette guerre. Ross, je vous donne le mot de la fin sur ce débat, parce que tout à l'heure, vous parliez du mec. Mais ce fameux mec, il a quand même fait les accords d'Abraham, et c'est sous son administration qu'il y a des négociations entre le Liban et Israël. Pourquoi les démocrates ne sont pas capables de faire cela lorsque, par exemple, Joe Biden était au pouvoir ? Non, mais déjà, quand Joe Biden est au pouvoir, vous avez bombardé le Liban. Donc, vous aviez dit que vous aviez éliminé le Hezbollah. Bon, la preuve, on y est encore. On y retourne et on continue de bombarder et on tue aussi à côté, il faut le dire, des innocents. Plein d'innocents ont été tués encore. On a 2000 personnes qui ont été tuées au bilan actuel, dont une bonne partie qui sont des innocents. Et le fameux mercredi noir qu'il y a eu là, il y a quelques jours, avec les plus de 300 personnes qui ont été tuées et des familles qui pleurent les leurs. Donc, je pense qu'on peut continuer de fanfaronner en disant que oui, on a fait ci, on a fait ça. Je vais vous dire une chose. Là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La question, on peut continuer à bombarder le Liban autant qu'on veut. Tant qu'on ne réglera pas la question
Ça n'a rien à palestinienne voir. tant qu'on ne Rien à réglera voir. pas. Il n'y a pas de Mais- rapport. Non, non. Ça Alors, n'a rien à voir. Vous n'avez rien compris. C'est votre point de vue. C'est ça le C'est drame. notre Eh ben, point de vue, mais en on a tout cas, raison. ce n'est pas du tout ce que disent justement les fameux proxys, comme vous dites. C'est pas ce qu'ils disent. Justement, la question du Hezbollah, de l'existence du Hezbollah, est liée aussi à la question palestinienne, même si ça vous plaît pas de l'entendre. C'est une réalité. Mais Tous les spécialistes le disent. mais Donc, là, t'écoutes le racontez-vous discours. toutes les Marilyn, histoires que vous t'écoutes voulez, le mais discours. il y a Marilyn. une réalité. Marilyn, Écoute Marilyn. le discours, il y a rien. Alors, C'est attends, écoute le Marilyn, discours, il y a mais tous les rien. spécialistes le disent. Deux points. Non, non, non. Marilyn. On débat, et en plus, nous, ici, on est encore en guerre. Donc, j'aimerais que ce soit un débat respectueux, là. La première chose, par rapport c'est la guerre. aux Mais qui fait innocents, la guerre ici nous Personne sommes fait la guerre. encore en guerre, oui. Donc, la première chose, par rapport à ce que vous avez dit sur les innocents. Non, mais vous parlez du Sur plateau. non, 2 secondes. Sur les innocents. D'abord, le Hezbollah est responsable de cette guerre, d'accord? C'est eux qui tirent. Ils sont responsables C'est aussi trop facile, des ça. innocents qui sont tués au Liban. Ça, c'est la première chose. C'est comme le Hamas D'accord. qui était responsable et qui se sert de la population pour les boucliers. Le Hezbollah n'en a rien à faire Ça, du c'est Liban trop facile, et Marilyn. des Libanais. 2 secondes. Je vous ai laissé parler, maintenant vous me laissez parler. La deuxième chose, les innocents, ils sont en Israël. Rost, si on ne se défendait pas et si on ne se protégeait Ah oui, pas, là-bas, ce on sont... aurait Ah oui, eux, leur vie ne le compte pas, nord vous avez d'Israël raison. détruit. Ah bah oui, et d'un eux, côté, leur vie ne compte le pas. sud par le Hamas et le centre. Et en plus, sachez que Non, le mais Hezbollah franchement. arrive jusqu'à Ashkelon. Leurs tirs sont arrivés jusqu'à Ashkelon. Donc justement, heureusement, Israël se protège. Il n'y aura pas de deuxième Shoah. Never again. Bon, je vous annonce une chose, c'est comme on a commencé un peu tard, on a annulé la publicité, donc du coup, on a plus de temps de parole, heureusement. Merci à tous les 4 pour ce débat sur cette paix possible, cette paix espérée entre le Liban et Israël. C'est maintenant l'heure du tour de l'info. Décidément, la régie est un peu, on va dire, ailleurs peut-être ce soir. Ils ont un peu montré les images de votre information, Jean-Michel Cohen, une information de nos confrères de Libération. Le ministère de l'Intérieur étudie l'interdiction du concert de Kanye West à Marseille. Les services de Laurent Nunez évaluent s'il est juridiquement possible d'annuler le spectacle marseillais du rappeur américain, auteur de propos antisémites et d'apologie du nazisme. Est-ce que pour vous, il faut interdire ce concert ou vous maintenez une liberté artistique, liberté d'expression? Ah non, je ne maintiendrai pas une liberté artistique là-dessus. Laissez-moi vous dire que Kanye West, il a perdu ses contrats avec Adidas parce qu'il a eu des propos antisémites, qu'il a vanté la personnalité de Hitler, qu'il veut vraiment, qu'il déteste les Juifs. Et quand il a vu que ça avait un impact sur ses affaires économiques, alors il s'est mis à faire amende honorable en plaidant la folie. En réalité, Kanye West est un bipolaire. Ça veut dire qu'il alterne des phases maniaques avec des phases dépressives. Et donc, tout le monde reconnaît que dans cette situation, il est totalement responsable de ses paroles. Et donc, il est considéré comme un antisémite propagant une vision antisémite. À ce titre, je trouve que Laurent Nunez s'honore, ainsi que le maire de Marseille, qui le soutient, M. Payan, a refusé la présence d'un garçon comme ça sur notre territoire, même sur notre territoire. Et je trouve que c'est un acte symbolique. C'est pour montrer que toute forme de parole antisémite et raciste, quelle qu'elle soit, n'a pas sa place dans un pays comme la France, qui est un pays laïque, démocratique, etc. etc. Donc, non, je suis ravi que ça soit fait ça. Et personnellement, j'invite tout le monde à écouter un autre rappeur que lui. Rost, Kanye West, c'est comme le hip-hop en général, c'était mieux avant? Ah bah écoutez, je suis pas de ceux qui disent que c'était mieux avant ou pas, parce que je pense que toutes les générations ont leurs idoles, ont leurs préférences. Nous, on s'est battus pour cette musique, pour le rap, parce que c'était un élément de survie pour nous. On avait besoin de parler, de crier les malaises qu'on vivait dans nos quartiers. On avait besoin d'exulter à travers ça, et toute la colère qu'on pouvait avoir au fond de nous contre la société, ça passait par ça. Il y a des albums de Kanye West qui sont absolument classiques, et aujourd'hui, c'est vrai que cette dérive fait de la peine par rapport à ce qu'il était, le génie qu'il était, et les grands albums qu'il a laissés à la postérité.
Mais vous savez, moi, j'ai jamais été un fan de toute façon artistiquement. Après, il a eu des déclarations, même sur la communauté noire, hein, Oui, qui ont été des déclarations que personne n'a compris, qui ont été des déclarations d'une violence extrême. Sur l'esclavage, par exemple. Moi, c'est pas forcément la personne qui me parle le plus. Je préfère écouter du Jay-Z, je préfère écouter Eric B. Rakim. Mais ils ont fait un album plutôt commun, que, d'ailleurs. Kanye West. Ils ont fait un album commun à l'époque qui était absolument excellent. Marilyn, votre information, Absolument. on en a parlé un peu tout à l'heure avec Meyerlé. Meyerlé, vous inquiétez pas, je vais vous faire réagir aussi. On écoute Jean-Noël Barrot et on réagit ensuite. La France reconnaît en Israël un peuple ami, un pays à la sécurité duquel nous sommes attachés depuis longtemps, un peuple qui a été frappé dans sa chair par l'attentat terroriste du 7 octobre. Mais la France condamne avec fermeté le gouvernement israélien et la politique qu'il mène chaque fois qu'elle contrevient au droit international et qu'ainsi elle hypothèque la sécurité du peuple israélien. Et ça a été le cas, vous l'avez rappelé, le 8 avril dernier, lorsque le Liban a été ensanglanté par des frappes massives qui, à Beyrouth et dans d'autres villes du pays, en moins de 10 minutes, ont fait plus de 300 morts, qui s'ajoutent aux 1500 morts depuis le début de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, auxquels s'ajoutent des destructions d'infrastructures, des destructions de villages et le risque d'une occupation prolongée du pays. C'est le cas à Gaza, où l'aide humanitaire entre très insuffisamment et ne parvient pas à la population gazaoui et palestinienne qui en a tant besoin. Et c'est le cas en Cisjordanie, où le gouvernement israélien maintient un blocus financier qui est inacceptable, alors que s'accélère la colonisation illégale et qu'explosent les violences des colons extrémistes en toute impunité. Face à cela, à plusieurs reprises, nous avons pris des sanctions au niveau national comme au niveau européen. Un troisième paquet de sanctions contre les colons extrémistes et violents est sur la table. Il a été bloqué jusqu'à dimanche dernier par une voix, un vote, celui de la Hongrie. Bien sûr, la Commission européenne dispose d'autres outils, comme elle l'a fait l'été dernier, en proposant le réexamen de l'accord d'association. Et nous l'avions soutenu à l'époque. Si la situation n'évolue pas, elle garde cette carte en main. En tout état de cause, c'est le gouvernement israélien qui doit changer sa politique, respecter le droit international et abandonner ces guerres sans fin. On sent tout de même une animosité et une sorte presque de haine dans le regard de Jean-Noël Barrot. Écoutez, je ne vais pas faire d'analyse de regard de haine et tout, je veux être beaucoup plus factuelle. Je vais reprendre tout simplement ce discours. Il y a une inversion d'abord de la réalité, parce que ce ministre des Affaires étrangères français nous dit le 7 octobre, donc attentat terroriste, alors que c'était un massacre limite génocide, puisqu'il y avait une intention de détruire le sud d'Israël. Il y a un problème apparemment, il y a un problème avec votre micro. Décidément, c'est pas la soirée. Meyer, à vous la parole et on va s'occuper du micro. Raphaël, ami a-t-il dit, comme dit le proverbe, protégez-moi de mes ennemis, mes ennemis, je m'en charge. C'est une honte d'avoir une telle déclaration d'un ministre français des Affaires étrangères le jour de Yom HaShoah. Alors j'ai une nouvelle pour Jean-Michel Barrot. Son avis, on s'en fout totalement. Israël, et on n'a même pas eu un mot sur le fait qu'Israël reçoit des milliers de roquettes, mais ça, il n'y a pas eu un mot sur le fait que qui a démarré à bombarder Israël, si ce n'est le Hezbollah qui défigure le Liban. Il parle de génocide. La population palestinienne était de 80 000 en 1948. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de Palestiniens. Tu parles d'un génocide. J'ai honte. La France, aujourd'hui, après avoir interdit à des avions américains d'arriver, de survoler l'espace aérien français pour amener des armes, et donc des armes de défense à Israël. Elle donne des leçons à l'État d'Israël. Elle parle d'amis. On va rappeler à Barrot qu'il y a 200 000 Français qui habitent Israël. On va rappeler à Jean-Noël Barrot que près de 50 Français ont été tués le 7 octobre. Et ça, il s'en fout. Il veut essayer de gratter à gauche, gratter à droite. Son discours a été pathétique, immonde, ignoble et écœurant. On enchaîne avec l'information suivante. Le temps qu'on vous répare le micro, c'est lunaire. Marilyn,
Ross, votre information, c'est un C'est article. lunaire, ce que j'entends. Alors, écoutez, Ross. Non, et c'est bien dommage parce que j'avais des choses intéressantes à dire. Oui, on va vous régler le micro. Malheureusement, C'est la lunaire. technique, c'est pas trop ça. Un article de nos confrères de France 24. Rost, écoutez bien. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé aujourd'hui, mardi 14 avril, que son gouvernement allait suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense entre l'Italie et Israël, ratifié en 2006. Renouvellement tacitement tous les 5 ans. Il arrivait à son terme ces jours-ci. Compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël, a déclaré Giorgia Meloni, en marge d'un déplacement à Vérone. Est-ce que selon vous, c'est un échec gênant pour le gouvernement israélien, sachant que, c'est vrai, on peut s'attendre d'alliés européens plutôt classés à droite, d'avoir un soutien plus important pour Israël? Alors, je vais vous dire une chose, il se passe quelque chose depuis un certain temps. Je vais vous citer une déclaration à l'époque, une citation de Jacques Chirac. Il dit « On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf, pardonnez-moi du mot, c'est lui qui le dit, sauf les couilles par manque de donneur. » Eh bien, il avait raison. Et aujourd'hui, certains commencent à les porter, justement. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à une situation où tout ce qu'on entend, toute la propagande qui est faite depuis longtemps, et tout ce qui se passe aujourd'hui, la réalité des faits, le monde ne peut plus se taire. Le monde ne peut plus se contenir pour supporter, parce qu'on va les traiter d'antisémites dès qu'on combat. Mais le monde s'est tu quand il y a eu 6 millions de juifs, de ce gouvernement. Pendant 5 ans, le monde je vous ai s'est pas tu, il n'y a pas eu coupé. un mot. 6 millions de juifs, pas 3 000. Monsieur Habib, 6 millions. Monsieur Habib, je vous ai pas coupé, monsieur Habib, d'accord ? Alors respectez-moi. Merci beaucoup. Donc, je pense que là, quand j'ai entendu les attaques de monsieur Habib par rapport au ministre des Affaires étrangères, je suis scandalisé. Pour une fois qu'ils disent les choses réellement, l'Europe commence à comprendre qu'elle ne peut plus cautionner justement cette politique de massacre que Netanyahou fait. Encore une fois, je fais toujours la différence entre, évidemment, la population israélienne, je le répète, parce que souvent les gens font aussi l'amalgame, entre la politique qui est faite par ce monsieur que, j'espère, la Cour pénale internationale va poursuivre et condamner pour ces massacres qu'il a commis et tous ces innocents qui continuent de tuer. Jean-Michel, j'aimerais vous entendre sur cette décision italienne, parce que on a pris des renseignements avec 24 News et nos journalistes, et également il y a eu des déclarations de ministres israéliens, qui finalement, cette suspension de l'Italie de cet accord, finalement, ça ne serait pas grand-chose et ça n'affectera pas spécialement la sécurité d'Israël. Donc c'est assez symbolique en fait comme mesure. Est-ce que vous êtes déçu, vous, de Giorgia Meloni qui fait partie du camp national, on va dire, en Europe ? Pas du tout, pas du tout. D'abord, il faut un éclairage différent. Ça veut dire que ce sont des actes de principe, ce sont des petits symboles qui ne portent pas à conséquence. Quand j'entends M. Barrot se vanter de dire on a empêché l'exportation de matériel militaire pour Israël, vous connaissez le montant. C'est une guerre qui coûte $1 milliard à peu près aux États-Unis par jour, et les exportations françaises, elles sont de l'ordre de 23 millions d'euros à peu près. Donc franchement, c'est une goutte d'eau. Par contre, c'est bien pour donner des gages au Parlement, à sa majorité de gauche, de telle façon à ce qu'il ait quelques gestes positifs qui vont les rasséréner. Et la deuxième chose, c'est Meloni, cet accord, il était renouvelé tacitement, il concernait des coopérations technologiques essentiellement, et des accords sur la fabrication d'un certain nombre de matériels en coopération. En l'occurrence, franchement, à l'heure actuelle, avec ce qui a été démontré en Israël, en termes de fabrication de matériel militaire, je pense qu'Israël n'a pas franchement besoin des conseils de l'Italie. Mais ce sont des gestes symboliques. Par contre, j'ai relevé chez Rost quelque chose qui fait qu'on avance. Il y a quelque temps de ça, Israël était vécu comme un bloc avec la population. Là, maintenant, on commence à dire, bon, allez, la population, ça va. Le deuxième geste à faire, Rost, ça va être de dire, allez, ce gouvernement va peut-être supporter quand même. Hein. Non, mais moi, j'ai toujours fait la différence ici, sur le plateau, entre le peuple et les gouvernements. Toujours. Marilyn, c'est pas nouveau. Hein. Très rapidement. Marilyn, une réaction sur ce que vous voulez. On vous a coupé le micro, déjà, donc allez-y. C'était pas mon sujet de toutes les manières. Sur ce que vous voulez. Mélanie, alors, par rapport à Barrot et par rapport, je pense, à beaucoup de politiques en Europe, qui sont des politiques de lâcheté et de ne pas regarder vraiment une certaine réalité. Alors, je veux dire deux choses. D'abord, il faut comprendre que nous défendons
Je veux dire, nous défendons des massacres, nous défendons de la destruction systématique et la volonté de détruire systématiquement Israël. Donc, heureusement que nous nous défendons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à ce qu'ils appellent les colons et tout, il faut comprendre que c'est une vraie difficulté en Israël et que nous devons vraiment lutter contre cette violence. Donc, je veux dire, je suis pas en train d'éliminer aussi les problèmes. Laquelle violence La violence de qui? On va en parler. Encore une fois, Quand il y a eu violence. Quand il y a eu des violences. En Jordanie, il y a des violences quand ça? quasiment tous les jours. Aujourd'hui, ces il y a eu des derniers violences. temps, C'est quoi ce encore une mensonge? fois. Bien de le dire. Meir, c'est bien dommage que vous c'est voilez faux. la face Mais c'est faux. par rapport à la réalité. Mais c'est faux, c'est des mensonges. Voilà. Quand il y a des violences, les gars sont Alors, arrêtés, ils sont en deux prison. personnes hyper importantes. Un, puisque vous respectez les militaires israéliens. D'abord, le chef d'état-major d'Israël et le chef du Shin Bet se sont présentés à Netanyahou et au cabinet sécuritaire pour dire ligne rouge franchie, il faut absolument, ce ne sont pas les jeunes des collines, il y a un vrai phénomène qui est en train d'augmenter et il faut Ils sont en lutter prison immédiatement. contre. Il y a Si des jamais unités. il y a eu des morts, Vous me il y a eu laissez des parler blessés. parce qu'on vous a laissé parler énormément et vous D'accord, monopolisez très souvent le plateau. Donc, s'il vous plaît, vous coupez. Attendez, tout le monde attend de parole. C'est un vrai problème. Ah oui, d'accord. Israël On va en a parler. la dignité de le reconnaître Marine, vous et de partez. s'en occuper. Marine, Donc, on n'est pas là à se cacher la Marine, face je suis là, quand il y a des problèmes. Bravo. Marine, je suis là. C'est tout. C'est bien Le de truc, donner des c'est gages à qu'on va- nos ennemis, On va en madame. parler, on va en parler. C'est bien de donner des gages à nos ennemis. Non, Il n'y a pas un seule pays plus non, moral la qu'Israël. vérité, C'est c'est ça que la le plus réalité. important, Si quelqu'un est en c'est prison, déjà de critiquer son propre corps ce et soit un de ne jeune- pas être aveugle. ce soit un jeune Qui des que ce collines, soit, si jamais et il est en moi, loi, aucun exactement. politique ne me Va en rendra prison. Ça sert à aveugle. rien, on s'entend Aucun pas. politique ne me rendra Marilyn, aveugle. on Je s'entend suis pas pas. tous les jours chez le Premier ministre et j'ai voté pour lui. Mais on s'entend pas. On s'entend pas. Mais hier, votre information, parce que c'est lié à ça, et Marilyn, vous avez anticipé. Tout à fait. L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, a vivement critiqué le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, pour des propos à l'encontre du chancelier allemand. Vous avez suivi ça. Cette polémique fait suite aux déclarations du dirigeant allemand qui s'inquiétait de la montée de la violence en Judée-Samarie, ce dont parle Marilyn. En réponse, Bezalel Smotrich a tweeté la veille de la journée de commémoration de la Shoah: l'époque où les Allemands décidaient où les Juifs avaient le droit ou l'interdiction de vivre est révolue et ne reviendra pas. Vous ne nous imposerez plus jamais de ghetto et certainement pas dans notre pays. Est-ce que Bezalel Smotrich a eu raison de réagir de la sorte? Il a eu très bien fait. Si jamais il y a un pays au monde qui n'a aucune leçon à donner à l'État d'Israël, c'est l'Allemagne. On a tué 6 millions de mes frères. 2 millions d'enfants ont été brûlés dans le silence coupable des nations. 6 millions. Il y avait 13 millions de Juifs avant la guerre. Aujourd'hui, 80 ans après, on est à peu près un peu plus, peut-être au même niveau. C'est ça un génocide. Alors, de grâce, Israël est un État de droit. S'il y a des chez Raphaël, il peut y avoir des dérapages partout. Il y en a très peu. Donnez-moi combien il y a eu de morts. Il y a eu Baruch Goldstein une fois, On un gosse qui a commence été bien. tué une autre fois, enfin, On un commence, Palestinien, on avance. et on le condamne totalement. Mais globalement, dans l'écrasante majorité, On ne voit pas dos à Israël, dos la comment violence on peut- palestinienne, des gens la qui violence. tuent, qui massacrent, qui ont massacré des femmes, des enfants à des carrefours avec des voitures béliers, qui égorgent, etc., avec des gosses qui vivent en permanence avec des Palestiniens qui les provoquent. On vient de trouver des tonnes d'armes aujourd'hui à Jenin, à Shrem, de partout, destinées à créer des tunnels et à venir égorger des Juifs. Alors de grâce, Israël a des On avance. leçons de morale à recevoir de personne. Il y a Tout le aucun monde s'est tué amalgame pendant la qui est guerre. fait. Et aujourd'hui, en ce jour de Yom HaShoah, Israël fera ce qu'il a à faire pour sa sécurité. Et Il voilà. n'a des leçons de morale Et mais- à de recevoir de personne au monde, et en particulier pas des Allemands. Mais Justement, vous me la faites une leçon de la Shoah, c'est d'apprendre nous-mêmes aussi des leçons. Très bien. de la Mais pourquoi Shoah. nous on fait de la chose Passons- sur quelqu'un non, Ah, hop, ok. Non, mais sachez que justement, en tant qu'éducatrice et professeur d'université, Oui. une des choses qu'on apprend Faut qu'on avance. justement, c'est comment nous On parle ne de ça. jamais devenir comme Bah, nos ennemis. on va On n'a parler de jamais ça. été comme eux. Passons Donc, tout de suite. apprenez Attends, On n'a bien jamais été vos comme eux. leçons. Combien il y a eu de morts Monsieur palestiniens Habib, Monsieur Combien il y a eu de Habib, morts palestiniens depuis vous 48 cachez aussi certaines répondez à ma réalités. question. Désolée. Madame, combien il y a eu de Je suis morts désolée. palestiniens tués par des Juifs À depuis force de- 48 On va Répondez. arrêter, Mais c'est pas répondez. intéressant pour moi. Ah oui, c'est pas intéressant parce qu'il n'y en a pas, il y en a eu 2, 3. Non, ce qui n'est pas intéressant, C'est déjà de trop. c'est que vous Par êtes rapport dans à des l'aveuglement centaines, mais dans l'aveuglement total, dans le d'accord. bibisme total, Oh là là, madame. et c'est que ça Mais vous coule êtes de tous pathétique. les Moi, je suis un côtés. élu de la nation, Il je faut l'ai être été. critique Je n'ai par fait que rapport à notre 85% propre des camp. voix en Israël, L'intelligence, chez c'est les d'être Français critique par d'Israël. rapport à nos propres Alors, camps. Attendez. C'est pas audible, hein. C'est pas audible. Hein. En fait, l'émission là, ça va pas du tout. Tout à fait. On va souffler un peu. On va passer à l'interview du tac au tac, une interview en lien avec Yom HaShoah. Vous savez qu'on essaie de faire des transitions un peu intelligentes, mais voilà. C'est parti pour cette interview.
Bonsoir Amine Brissi, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Eye24 News. Vous êtes marocain et vous êtes le président fondateur de Pink Tarbouche. Vous avez participé aujourd'hui à la Marche des Vivants avec une délégation du mouvement Charaka, en lien direct avec la Clems Conférence, qu'on salue et qu'on remercie évidemment pour cette initiative. Alors dans un premier temps, tout simplement, racontez-nous votre journée et comment vous avez vécu cet événement si particulier. De personnes et j'étais absolument ravi de partir exactement avec cet accoutrement-là. Tout simplement pour dire qu'il y avait un Marocain aujourd'hui à la Marche des Vivants, parce qu'il y avait un message derrière cet accoutrement, c'est de dire que Feu Sa Majesté Mohammed V n'a pas livré ses Juifs. 250 000 Juifs n'ont pas été livrés aux nazis en 1940. Donc en 1940, il y avait 250 000 Juifs qui vivaient au Maroc. Et voilà, je suis venu pour porter ce message à travers mon accoutrement. Mais est-ce que c'est la première fois que vous participez à cet événement? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez été contacté? Qui est-ce que vous a contacté pour pouvoir participer? Et qui était présent dans la délégation? Alors, c'est pas la première fois que je viens à Auschwitz. J'étais déjà allé, pas durant la Marche des Vivants, je suis allé juste par curiosité il y a 10 ans. J'ai vu absolument l'horreur. Je suis parti au musée, j'ai vu que voilà, l'horreur absolue et que c'est absolument unique, je pense, dans l'histoire de l'humanité, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Charaka m'a contacté dans le cadre d'un programme de délégation avec des leaders, principalement du monde arabe. Il y avait 5 Marocains, dont moi, et voilà, on a fait la marche et c'était absolument extraordinaire. Voilà, de porter, comme je vous ai dit, cet accoutrement durant cette marche-là. Mais est-ce que, selon vous, de votre expérience personnelle, la mémoire de la Shoah, elle est bien transmise au Maroc, dans un premier temps, et plus largement dans le monde arabe? Alors, je parlais du Maroc, oui. On sait au Maroc que tout Marocain, disons moyen, je suis désolé d'utiliser ce terme, sait qu'il y a eu un massacre. Deuxième chose, c'est que je pense que quasiment tous les Marocains savent que Feu Sa Majesté Mohammed V a protégé les siens, a protégé ses Juifs. Et il avait dit, enfin, il y a sa citation qui est absolument mémorable et extrêmement connue, c'est lorsque on a voulu lorsqu'on lui a demandé de livrer ses Juifs, il a dit: je n'ai pas de Juifs, je n'ai que des Marocains. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à redire. Et donc, il y avait des leaders, des leaders marocains, des leaders français. Alors, je ne me souviens plus des noms parce qu'on est une trentaine et il y a beaucoup de connexions. J'ai parlé avec tellement de monde, donc je ne peux pas vous dire exactement qui était dans la délégation. Et après, tout l'objectif, j'imagine que ensuite, c'est de transmettre ce que vous avez vécu, vous, lors de cette expérience, alors que peut-être que vous allez faire des témoignages, je ne sais pas, peut-être dans des écoles au Maroc, dans des collèges? Absolument. Alors, Pink Tarbouche, vous en avez parlé au tout début. Pink Tarbouche, c'est une association qui a envie de transmettre la culture hébraïque, étant donné qu'elle fait partie de la constitution marocaine. Imaginez que dans un pays musulman, qui est le Maroc, la culture hébraïque est inscrite dans la constitution. Donc, j'ai envie de transmettre à travers Pink Tarbouche ça aux Marocains musulmans, pour leur dire ça, pour leur dire que ça fait partie de notre identité. Bien évidemment, culturellement parlant, pas d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, on a une culture extrêmement importante, hébraïque, des tzadikim, des grands saints, Rabbi Haïm Pinto, Ishaq Abou Hatsera, etc., etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a aussi quelque chose de fondamental, ce sont les accords d'Abraham. J'ai envie que tout Marocain se dise, quelle que soit sa position sur le conflit israélo-palestinien, je me dis, mais en fait, Israël, on a tellement de choses à partager avec Israël, notamment 1 million de Marocains ou d'Israéliens d'origine marocaine qui vivent en Israël, et
de manière totalement pragmatique, des partenariats. Israël, c'est un leader dans la tech, et donc on a envie d'importer de la technologie israélienne, du savoir-faire. Et d'ailleurs, Israël construit une usine de drones au Maroc. Voilà. Merci beaucoup, Amine Drissi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président fondateur de Pink Tarbouch et que vous avez aujourd'hui participé à la Marche des Vivants avec une délégation du mouvement Sharaka, en lien évidemment avec la Clems Conférence. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à très vite sur l'antenne d'i24 News. Jean-Michel Cohen, j'imagine que vous avez entendu les déclarations de notre invité. Vous avez une réaction à ce que vous venez d'entendre? Tout le monde va réagir. En fait, non, il y a une amitié qui est très solide entre le Maroc et Israël. Et pour tous les juifs du monde entier qui vont en Israël et qui se rendent également au Maroc, on sait qu'on est accueillis au Maroc comme des frères. En fait, j'ai eu des discussions sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. Et cette notion de sémite, elle rapproche beaucoup les peuples marocains et israéliens. Donc ça existe, c'est quelque chose qui existe. C'est dû effectivement au protectorat du roi pendant la période de la guerre, mais c'est lié aussi à une espèce de perception de la vie, de l'amour de la vie, de la joie qui doit respirer, de la famille, qui sont partagés entre les deux peuples. Donc moi, je suis ravi de l'entendre, mais on connaît tellement de Marocains de cette nature-là qu'on applaudit dès demain, quoi. Rost, est-ce que vous avez déjà participé à la Marche des Vivants ou peut-être que vous avez déjà visité les camps de concentration? Si vous ne l'avez pas fait, est-ce que c'est un projet que vous avez envie de faire dans votre vie? Vous savez, moi, quand je suis venu, à l'époque, lorsque j'étais venu travailler justement sur le conflit israélo-palestinien en Israël et en Palestine, nous avons visité, nous avons été au mémorial de la Shoah. Yad Vashem. Moi, j'ai pas pu aller je vais vous dire, j'ai pas pu aller au bout. Hein. Je vais vous dire sincèrement, voilà, on a même des gens qui ont vomi par rapport à un moment donné, et donc voilà. Et c'est quelque chose qui nous a marqué pendant des semaines et des semaines. Et j'ai des amis qui faisaient des projets à l'époque, qui emmenaient des jeunes des quartiers justement à Auschwitz. Et donc, et moi qui interviens beaucoup dans les écoles, on a fait tout un travail parce que j'ai fait des projets spécifiquement de lutte contre l'antisémitisme justement. Et souvent, quand on raconte aux jeunes maghrébins, par exemple, l'histoire de la protection des Juifs par le roi à l'époque, et qui a refusé justement d'emmener les Juifs, je vais vous dire, ces jeunes, ils étaient fiers. Ils étaient fiers. Et donc, l'histoire, elle doit être transmise. Et c'est pour ça que les gens qui portent parfois des discours, moi j'essaye d'être toujours juste dans mes trucs. On est d'accord, pas d'accord parfois. On a aussi nos côtés où on a nos convictions qui font que parfois. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Moi, c'est le vivant et c'est l'humain. Il y a que ça qui m'intéresse. Et quand on entend Marilyn, elle porte là, tout à l'heure, elle a porté un discours. C'est ça qui fait avancer les choses. C'est là où les gens font la différence et se disent, même en Israël, il y a des gens qui sont dans ce discours-là. Et quand on entend les meilleurs habibs, je peux vous dire que les gens sont écœurés. Ils sont écœurés parce qu'il est toujours dans le déni, il est toujours dans le mensonge et dans le mépris de la vie humaine. Parce que tant que c'est pas une vie israélienne. C'est de l'agression gratuite. Je vais laisser Meir Habib répondre. Je vais rappeler à Rost que à la différence de lui, je suis un élu de la République. Et que même si j'ai pas été élu la dernière fois, j'ai fait 85%. C'est fini ça, c'est terminé, c'est terminé. J'ai été élu à 4 reprises. C'est terminé. Avec des scores de 80 et 80. Donc moi, je peux parler au nom des Français d'Israël. Et quand j'écoute, et ceci étant dit, Amine Drissi, c'est un bonheur d'avoir. Mais ça, c'est votre arrogance avec vos trucs d'élection là, ça suffit. C'est ça les accords d'Abraham. C'est à ça qu'on veut, nous qui sommes originaires des pays d'Afrique du Nord. Il est incroyable, Amine Drissi. Il est incroyable. Et je remercie 24, je remercie vous, Raphaël, votre émission, d'avoir évité des gens comme ça. Parce que c'est en écoutant des gens comme ça, c'est ça la réconciliation. Pas les discours de haine, pas des discours de mensonges. Lorsqu'on raconte que les Juifs qui habitent dans les implantations juives sont en train de massacrer des Palestiniens, parce que c'est faux. Parce que c'est pas, parce qu'on va le répéter 100 fois, c'est une réalité. C'est vous qui mentez. Racontant n'importe quoi, les gens le croient. C'est faux. Marilyn. Amine Drissi, je ne vais pas rentrer du tout dans ce débat entre Meir et Rost maintenant, d'accord? Je vais rebondir plutôt sur Amine. L'année dernière, exactement en février dernier, en pleine guerre, j'ai voyagé avec
seule, mais avec le ministère des Affaires étrangères israélien, plus d'autres plateformes importantes. Et j'ai rencontré l'organisation Sharaka, entre autres. On les a reçus aussi après au ministère des Affaires étrangères en délégation l'année dernière aussi. Je voulais d'abord remercier Amine, parce que c'est pas évident du tout cette démarche de faire la marche des vivants. Et sachez qu'il y a aussi des musulmans israéliens qui partent aussi à la marche des vivants. J'en connais aussi personnellement. L'année dernière, j'ai été éblouie, il n'y a pas d'autre mot, par l'accueil des Marocains, que ce soit les conseillers du roi, que ce soit les ministres des Affaires étrangères, les ministres vraiment, et aussi le peuple marocain qui, eux, ne veulent pas les extrêmes, je le dis vraiment, veulent la relation avec Israël, évidemment en priorité avec les Juifs et Marocains et les Juifs du monde entier qui sont très très bien accueillis au Maroc. Donc je suis fière d'avoir participé aux accords d'Abraham. Ça, c'est la première chose d'avoir été dans ce processus. C'était un vrai bonheur pour moi de voir que ça se réalisait sur place. Et Amine, je vous invite à revenir en Israël, pas seulement à la marche des vivants. Jean-Michel Cohen, on en revient aussi au premier thème de l'émission et les négociations qui ont eu lieu aujourd'hui entre Israël et le Liban. L'objectif, finalement, c'est de vivre sereinement en paix avec les voisins de la région, mais on voit aussi qu'il y a aujourd'hui les accords d'Abraham qui ont été faits en décorrélation avec le dossier palestinien et que l'avancée aujourd'hui avec le Liban, les Libanais n'ont pas mis dans les discussions un quelconque accord pour 2 États, etc. Donc on voit quand même qu'il y a une décorrélation avec ça. Ça ne marchera pas. Non, il y a une décorrélation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de revendication territoriale. Là, il y a 2 peuples qui se battent contre un groupe terroriste. Donc, et qui vont faire la paix. Et j'espère, en fait, que dans cette paix qui s'annoncerait, en réalité, il y aura une collaboration et une coopération entre les Libanais qui reprennent le pouvoir dans leur propre pays et les Israéliens qui vont peut-être aider les Libanais, peut-être en dehors des frontières du Liban, à les sortir de cette espèce de bourbier dans lequel ils sont, où ils ont en fait... C'est l'Iran qui dirige le Liban aujourd'hui, qui dirigeait le Liban jusqu'à aujourd'hui. Et quand on me parle de la guerre, je voudrais rappeler un événement, moi, c'était Yom HaShoah aujourd'hui. Et je rappelle à tout le monde qu'en 1938, quand Chamberlain revient en Europe, et dit bravo, j'ai réussi à pacifier les choses. Regardez, j'ai abandonné, les Sudètes. Mais contre les Sudètes, le chancelier Hitler m'a promis, il fera plus jamais rien et il laissera l'Europe en paix. Et 4 ans plus tard, le 20 janvier 1942, on assiste à la Shoah. C'est le début de la Shoah, c'est le 21 janvier 1942. Donc je rappelle que quand on veut obtenir, et Churchill avait eu raison, ils ont eu à un moment donné la paix, mais ils ont eu la guerre et la défaite. Eh bien, pour avoir la paix, de temps en temps, il faut passer par la guerre. Merci beaucoup à tous les 4 pour cette excellente émission. Et comme je l'ai annoncé au début de ce retour de Ça se débat ne serait pas Ça se débat sans la carte blanche de Julien Assal. Il est en forme. Et oui, Raphaël, je suis là, voilà, le comeback que personne n'attendait. Pour le coup, vraiment, personne ne m'attendait. C'est ça que j'aime. Je suis très content d'être de retour derrière mon iPhone 8. J'ai mis un costard, évidemment, pour la reprise. Après le baraf, tu connais, je suis en slip. La dernière chronique que j'ai faite, c'était en direct en Israël, avec vous sur le plateau. Et 12 heures après, il y a eu la guerre. Voilà, c'est pas après moi le déluge, c'est après moi la guerre. Cette blague, c'est mon père qui l'a écrite, je connaissais pas du tout. Mais c'est une blague pour les papis et mamies qui regardent l'émission. Cœur sur vous, vous m'avez manqué. D'ailleurs, mon père, il est pas encore papy. Faudrait peut-être que je m'y mette. J'ai rencontré une meuf là, il y a quelques semaines, mais elle m'a pas encore rencontré. C'est pour ça que je suis encore célibataire. Allez, il s'est passé beaucoup de choses en 2 mois. C'était la fin de Pessar. On a mangé des sandwichs tunisiens. D'ailleurs, il me reste du thon dans la barbe. Et j'ai pris un coup de soleil à Rosny-sous-Bois. Voilà, coup de soleil sur le nez, comme s'il n'était pas déjà assez visible. Deuxième info, il y a la nouvelle saison des Anges de la télé-réalité qui vient de commencer. Et j'ai vu le casting, je suis un peu déçu. Voilà, pour une télé-réalité. Mais moi, j'aurais pris Céline Dion, Donald Trump, Mbappé, Thomas Guénolé, le pape, Macron, Bibi, Julien Assal et Zendaya. Voilà, elle vient de se marier avec Spider-Man, mais elle est trop belle et j'aime les meufs en couple, donc c'est super. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de Céline Dion. Céline qui a pris la vedette à Omer Adam puisqu'elle a rempli 16 Défense Arena alors qu'elle aurait pu remplir 92 586. Et il y a un point commun entre Céline Dion et ma mère tunisienne. Céline, quand elle a annoncé ses concerts, sa voix a résonné dans tout Paris
Alors que ma mère, elle, t'as pas besoin de lui mettre des micros, des enceintes, des tours Eiffel pour que sa voix résonne dans tout Paris. Non, t'ouvres la porte de chez moi et tout le monde jusqu'à Tel Aviv est au courant que mon père s'est fait enlever la prostate. Voilà, c'était un dernier info du jour. Allez, il est peut-être temps d'y aller là. À demain, Raphaël. À demain, Julien, et à demain à vous, chers téléspectateurs. Merci Marilyn, merci Merci, Meyer, Ross Raphaël. et Jean-Michel. Restez avec nous. Bonne soirée sur les 24 News. Merci.